Ce que je voulais dire avant qu'on parle de la Grande Mêlée et de son œuvre romanesque, j'ai revu Les Belles Sœurs hier soir à Paris et je suis ravie de l'accueil du public parisien qui vraiment d'abord entend magnifiquement la pièce et réjouit en même temps de l'énergie et de la joie des 15 comédiennes et des 4 musiciens réunis, de cette nouvelle version des Belles Sœurs. Et je voulais savoir, Michel Tremblay d'abord, est-ce que ça vous étonne cet accueil-là? Parce que c'était pas évident au fond une pièce, on peut se dire que ça vieillit, c'est souvent très difficile, 30 ans, 40 ans pour une pièce. C'est une distance très compliquée. Non mais voilà, non mais souvent c'est vrai, parce que c'est une autre époque et pourtant, très extraordinairement, toutes les questions que vous posiez, vous, un jeune homme de 20 ans et quelques, en 65, quand vous avez écrit cette pièce, finalement, elles sont encore justes, elles sont encore bonnes. Et ces ménagères de Montréal, tout le monde s'y reconnaît au fond. Est-ce que ça... Quel sentiment ça vous procure? Avant de répondre, je vais vous demander une permission. Maintenant que vous avez vu ma Légion d'honneur, voilà, est-ce que je peux tomber la tête? Oui, c'est sûr qu'on sait que les pièces de... Bon, on joue des classiques depuis des centaines de milliers d'années même. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de la production d'un auteur, de la vie d'un auteur, il y a une période dangereuse. C'est-à-dire que les pièces peuvent, à un moment donné, vieillir et ensuite prendre un coup de jeunesse. Je me souviens qu'en 83, la pièce avait à peine 15 ans. On avait fait une production qui était moins bonne, mais où il y a des gens qui sortent en disant « Ah, c'est complètement dépassé, c'est plus nous, on a changé, que c'est ça, on l'a entendu, pourquoi on fait ça? » Alors que quand on l'a refait 10 ans plus tard, les gens redécouvraient la pièce comme si au bout de 10-15 ans, on n'a plus envie, je sais pas. Et qu'au bout de 40 ans, on se rend compte que même si les sociétés changent radicalement et rapidement comme la nôtre, les êtres humains ne changent pas. Et ça, je pense que je vous en avais parlé quand on s'est rencontrés la première fois. Ce qui fait qu'une pièce reste pertinente et vieillit bien, c'est l'humanité des personnages. Les pièces, à mon avis, les pièces qui vieillissent mal sont des pièces à idées. Les pièces sont toujours à idées, mais ce que je veux dire, c'est lorsque les personnages sont plus des idées que des êtres humains. Si on prend Tchekhov, par exemple, si Tchekhov avait voulu nous jeter à la figure les idées qu'il voulait charrier devant les personnages, ces pièces qui ont à peine 100 ans, 120 ans, ne seraient plus pertinentes. Et ce qui fait que Tchekhov nous bouleverse encore, c'est les malheurs, c'est la façon que ces personnages ont de réagir à leur malheur. Alors, c'est ce qui fait qu'une pièce reste pertinente, c'est quand on a l'impression qu'on a sur scène des êtres humains avant d'avoir des messages. C'est ce que je voulais dire. Alors, je suis en train de vous dire que les Balsans, c'est le cas des Balsans, mais c'est vrai que quand on regarde une pièce comme les Balsans, c'est bien évident que ce qu'on voit d'abord, ce qu'on entend d'abord, c'est les femmes avec leurs problèmes, et à travers les femmes avec leurs problèmes, on voit la dénonciation que le petit cul que j'étais il y a 47 ans a voulu faire. Ouais. Et alors cette musique, ces chansons, elles vous plaisent? Oui. Comment vous les avez découvertes? Surtout que je pense que j'en avais besoin. J'en ai beaucoup parlé cette semaine, j'ai donné beaucoup d'interviews. J'avais besoin qu'on me brasse la cage. J'avais besoin, moi je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup fréquenté cette pièce-là, je l'ai vue un peu partout dans le monde, et j'en étais étonné. Ne m'offrez plus de voir les Belles Sœurs, j'en pouvais plus. Mais c'est drôle parce qu'avant, on disait à Washington, je disais, j'y allais, et à partir du moment où le spectacle commençait, ça allait. Parce que j'ai souvent dit que le plus beau cadeau qu'on puisse donner à un auteur de théâtre de son vivant, c'est de lui présenter le plus grand nombre possible de productions différentes de sa pièce, parce que, je l'ai dit depuis 30 ans, mais c'est vrai, tout change
excepté ce que tu as fait toi. Alors, tu as beau être tanné de ta pièce, tu as beau être fatigué de voir cette pièce-là, quand tu arrives dans la salle et qu'il y a les 15 femmes arrivent avec leur mentalité, leur sensibilité, l'intelligence du metteur en scène qui change d'une fois à l'autre, le côté physique, les décors, costumes, lumière, bon, tout change. Alors, c'est chaque fois un autre spectacle, mais ça reste la même pièce. Alors, c'est ce à quoi je m'accrochais quand j'allais à l'étranger voir la pièce. Alors, évidemment, quand René Richard Cyr m'a téléphoné il y a 4 ans pour me demander la permission de l'adapter, j'ai dit oui, vas-y, puis avec Daniel Bélanger. Et je le raconte dans le programme, mais c'est vrai, quand j'ai raccroché la ligne, j'ai oublié le projet complètement. Je me suis dit, ah oui, bon, on va leur donner carte blanche. Faites ce que vous voulez. Et au bout de 2 ans, il m'a téléphoné en disant, on a 5 chansons, je vais écouter. Est-ce que ça t'intéresse? Enfin, bien sûr, j'ai dit, ah mon Dieu, ce projet existe encore. Je m'en souvenais vraiment. Et je trouve, bon, moi j'en avais besoin, c'est bien évident, là. Il y a les gens qui étaient contre, qui disaient, ah, la pièce n'a pas besoin de chansons, la musique, les paroles est déjà là, les monologues sont déjà là. Oui, c'est ça, il y a les monologues. Les chœurs sont déjà là. Mais je trouve que la musique, le fait qu'on ait fait des chansons avec les malheurs ou avec les joies de ces femmes-là, ce qu'il y avait de drôle dans la pièce est plus drôle, puis ce qu'il y avait de triste est plus triste, parce que c'est magnifié par un peu comme l'opéra. C'est magnifié par la vendeuse de brosses, la jeune fille qui est amoureuse du vendeur de brosses, plutôt, puis qui vient nous chanter une toute petite chanson, toute simple. Son monologue dans la pièce est très beau, je l'aime, je sais moi qui l'ai écrit. Mais d'entendre cette petite dame qui vient nous parler d'un tout petit malheur qui est universel, parce que les vieilles filles qui tombent amoureuses et qui pensent qu'elles viennent de trouver le grand amour alors qu'on sait très bien ce qui va lui arriver. Bon. Ça bouleverse encore parce que c'est humain. Ouais. Et alors, si j'ai bien compris, vous allez travailler à une autre adaptation, ou en tout cas, René Richard Cyr et Daniel Bélanger sont au travail sur Sainte-Carmen de la Maine. Ouais. Ils m'ont demandé les droits il y a 1 an, j'ai entendu déjà tout. Et pareil, vous vous en inquiétez pas, ils travaillent. Non, je leur fais confiance. C'est la même chose dans les mises en scène de mes pièces. Ouais. Jamais je n'ai assisté à une répétition de mes pièces. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je pense, vous m'avez peut-être entendu dire ça une fois, mais je pense que quand on écrit pour le théâtre, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin des autres. Si j'avais besoin de personne, je n'écrirais que des romans. Les romans, je suis tout seul devant mon lecteur éventuel, ma lectrice éventuelle, puis bon, c'est entre eux et moi. Mais le théâtre, ce qui m'intéresse, d'abord mon fun, mon plaisir à moi, et quand j'écris, à partir du moment où j'écris la pièce, où la pièce est terminée, mon fun, pour le moment, est terminé. Mon plaisir a été fait. Bon, mon plaisir solitaire est terminé. Et là, je donne ce texte-là à quelqu'un d'autre et je ne veux pas. On en parle, puis on choisit les acteurs ensemble, bon, c'est bien évident, mais je ne veux pas voir la cuisine parce que je sais, je leur fais confiance et je sais que ce qu'ils vont me donner, j'aime pas le mot cadeau, là, mais qui vont, chaque fois, ça va être une espèce de... Et chaque fois, ça l'est un cadeau parce que je suis un bien piètre acteur. Alors, quand j'écris et que je dis mes dialogues à mi-voix, c'est pas toujours bon. Il faut que il faut que j'entende d'autres voix pour savoir ce que ça va donner. Ce qui fait que, pour un auteur de théâtre, la première fois qu'il entend son texte dit par des acteurs, c'est absolument fabuleux. Et moi, j'ai la chance, je trouve que j'ai la chance, mais bon, c'est moi qui choisis d'entendre les acteurs. On fait une lecture, bien sûr, une lecture entre nous. Mais ensuite, je suis un mois et demi sans les voir. Et quand j'arrive, le spectacle est fait. Et ça, c'est absolument fabuleux. D'autres écrivains vous diraient « Ah non, moi je veux être là, je veux savoir ce qu'ils vont faire, les auteurs, par exemple, qui n'acceptent pas les coupures. L'auteur, si on fait une coupure, c'est un crime de lèse-majesté.
je veux ma virgule, il n'y a pas de virgule, je la veux. moi je dis toujours metteur en scène, oui, tu peux, je m'en rendrai pas compte. Je ne connais pas assez de texte pour m'en rendre compte. Je ne connais pas par cœur. Les belles sœurs, je le saurais. Mais bon, parce que je l'ai beaucoup entendu. Mais d'arriver comme ça à une générale, ce qu'on appelle une générale, que vous appelez une couturière ici, d'arriver devant le fait accompli, c'est toujours un moment magnifique qui... Je me souviens, ça m'est arrivé d'aller dans les répétitions, et ce travail-là, l'acteur, qui est très important, et comme en dehors de mon entendement, les acteurs sont des gens qui réussissent à se perdre à l'intérieur de quelqu'un d'autre, tout en gardant le contrôle. Et ça, c'est en dehors de mon entendement. C'est un travail que je ne comprends pas. J'aime mieux rester spectateur, essayer de retrouver une certaine naïveté, je sais pas, et d'assister à mes pièces en tant que spectateur. Des fois, ça me joue des mauvais tours à l'étranger. Des fois, tu vas à l'étranger. Mais au Québec, ça n'est jamais arrivé que mon metteur en scène, le metteur en scène avec qui je travaille, au moment où je travaille, me déçoit. Je t'ai arrivé, mon Et alors, qu'est-ce qui fait que certaines histoires, parce qu'au fond, dans les pièces de théâtre, comme dans les récits, comme dans les contes, comme dans les romans, comme dans les grands cycles romanesques, il y a des personnages, il y a des histoires qu'on nous raconte. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez la forme théâtrale, ou bien il y a ces grands romans? Est-ce qu'il y a des histoires que vous n'auriez pas pu raconter autrement que par le théâtre? Absolument. Ça s'impose. Ça s'impose. Ah oui, ça s'impose. Il m'est arrivé une fois ou deux de changer de me dire, bon, ce roman-là, c'est plus un sujet de théâtre. Et une fois, je l'ai regretté. Non pas que la pièce soit mauvaise, mais je pense que ça aurait fait un meilleur roman. Mais ça se fait automatiquement et très rapidement, je pense, à un sujet. C'est sans doute le sujet que je trouve plus théâtral que... Vous parliez d'histoire, je ne sais pas si je raconte vraiment des histoires, sans doute. Oui, sans doute. Aussi. Non, mais moins au théâtre. Mais comme j'écris le théâtre d'une façon très particulière aussi, il y a des sujets qui s'y prêteraient moins à cette espèce de structure musicale que je me suis faite depuis une quarantaine d'années. Alors je sais très très rapidement vers où je vais, même des fois avant de trouver les... Parce que c'est toujours le sujet des personnages et l'histoire à raconter, dans quoi les plonger. Et c'est souvent entre le sujet et le choix des personnages pardon, que ça va s'imposer. Ah oui, ça c'est très... Je peux lancer au théâtre, faire s'élever les personnages au théâtre avec ce sujet-là, ou alors non, j'aime mieux raconter justement une histoire qui va avancer plus lentement. Ce qui est bien au théâtre, c'est que tout se fait en 1 heure et demie. C'est ce que j'aime, c'est une parenthèse intelligente d'1 heure et demie à l'intérieur de la vie de gens qui sont pas toujours aussi pertinents, qui sont pas toujours aussi intéressants. Ils sont intéressants pendant 1 heure et demie. Donc il faut que tout soit concentré, tandis que sans diluer au roman, on peut plus s'attarder au mood, s'attarder aux descriptions. Je suis un amateur des descriptions de poignées de porte Zola. Pendant les j'aime ça cette écriture de détails, ce qui fait que forcément, selon le sujet, on sait qu'on veut faire des détails ou qu'on veut aller à l'essentiel. Les théâtres, c'est plus l'essentiel que le roman, pour moi. Mais en même temps, toute votre vie passe transfigurée dans vos grands cycles romanesques. Et alors, tout à l'heure, lors de la présentation de cette conversation et de la Grande Mêlée, était repris un mot que vous avez vous-même pour présenter la Grande Mêlée. Vous dites qu'il s'agit d'un roman intercalaire entre deux grands cycles, au fond. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est que j'ai fait, quand j'étais jeune, une série de 11 pièces qui s'appelle maintenant le cycle des belles sœurs.
Et ensuite, j'ai voulu comprendre comment mes personnages, qui étaient plus vieux que moi quand j'étais jeune, en étaient arrivés à devenir les monstres qu'ils étaient. Alors, je les ai rajeunis de 25 ans et j'ai écrit les Chroniques du plateau Montréal qui se terminent au moment où les belles-sœurs vivent. Et avec la diaspora des Desrosiers, j'ai écrit la genèse de la genèse, c'est-à-dire que je suis retourné au début du siècle pour faire, pour boucler la boucle de façon à ce qu'on puisse lire l'histoire des deux familles, la famille de Nana et la famille de Gabriel, sur un siècle complet de 1913 à 2003. Et le cycle de la diaspora des Desrosiers s'est terminé dans l'avant-dernier livre. Et celui-là, c'est parce qu'on oublie, j'ai aussi oublié d'en parler ça quand le livre est sorti à Montréal, on oublie qu'un mariage, c'est la rencontre de deux groupes de personnes qui ne se connaissent pas. C'est deux familles qui ne se connaissent pas, qui, ah oui, bon, un tel a rencontré une telle, ils vont se marier, c'est formidable, mais on ne se connaît pas. Et le jour du mariage arrive, il y a une espèce de clash qui se fait entre deux. Souvent, les mariages sont ratés justement parce que les gens ne se mêlent pas, les gens ne se mélangent pas parce qu'on reste chacun de son côté, chacun dans sa gang. Et ce qui m'intéressait, c'était justement une journée. J'ai dépeint 28 personnages, une journée, un mois avant le mariage, et en passant d'une famille à l'autre, de gens qui ne se connaissent pas et qui se croisent sans savoir que telle personne, qu'un personnage va croiser, est parente avec, ah mon Dieu, vous êtes parente avec le gars qui va se marier avec les bons. Alors, j'ai fait une journée comme ça de 28 personnages en avançant du matin au soir, en passant d'une famille à l'autre, d'un malheur à l'autre, en passant avec les deux mères, avec les pères, avec bon, tout le monde. Et j'ai souvent fait ça, et au roman et au théâtre, partir dans la grosse forme d'à côté de enceinte, c'était 22 maintenant, partir d'une gang de monde et les suivre, essayer de les comprendre à travers une seule journée. Mes pièces sont faites aussi à l'intérieur d'une vraie œuvre, de ramasser tout ça, de faire une espèce de concentrer, comme je disais tout à l'heure, intelligent, non pas que je considère que ce que j'écris est intelligent, mais ce qui se passe est plus intelligent que son équivalent dans la vie. Je me répète. J'ai commencé une phrase sans savoir où je m'en allais. Et alors, 1922, hein, ça se passe en 1922. Et alors, comment travaillez-vous? Parce qu'il y a tout un travail, tout sonne juste, tout sonne vrai, parce qu'il n'y a pas que les sentiments dans un livre. Il y a la réalité, il y a justement comment ils peuvent se croiser, dans quelles circonstances. Comment travaillez-vous? Est-ce qu'il y a un travail de documentation? Oui, oui, ce livre-là, oui. J'ai deux personnes qui travaillent pour moi dans la documentation, mais c'est des tâches très simples, je leur dis. Montréal 1922, je veux savoir ce qu'on mangeait, voilà. Je veux savoir ce qu'on portait, je veux savoir ce qui jouait au théâtre, ce qui jouait au cinéma, des détails, des petites choses comme ça. Parce que j'ai remarqué que dans les romans que j'aime, en tout cas les romans documentés que j'aime, sont des romans de détails comme ça. J'aime savoir ce que Cléopâtre mangeait. J'aimerais savoir ce que ça coûtait, ce que Cléopâtre mangeait, les fruits qu'elle mangeait. Bon, ça m'intéresse. Et je me dis que quand j'écris, ça m'intéresse aussi d'essayer de faire la même chose. Les femmes, surtout, parlent souvent de ce qu'elles ont vu au cinéma, de ce qu'elles ont vu au théâtre, de ce qu'elles ont mangé. Par exemple, bon, pour les Français qui sont ici, ça ne vous dira rien. Mais dans l'avant-dernier livre, pour les Québécois qui sont présents, levez la main des Québécois. J'ai découvert qu'en 1900, l'autre avant se passe en 1918, je pense, en tout cas, bon. Le Paris Pâté existait pour les Québécois qui sont ici. Alors que moi, je pensais que le Paris Pâté, c'était quand j'étais enfant, ça avait été inventé. Alors, justement, un de mes deux documentalistes m'avait envoyé, je pense, avec qui un paquet de photos, puis
de tous les journaux de l'époque. Et j'avais trouvé une photo de Paris Pâté. Je pensais pas jamais, je n'avais pas calculé parler de Paris Pâté du tout. Paris Pâté, c'est quelque chose de petite viande en conserve qui coûte abominablement mauvais. En fait, c'est du faux pâté. C'est du pâté mais fait en Amérique du Nord. C'est devrait être en importer. Si vous venez à Montréal, je vais vous en acheter. C'est presque du Talibou, là. C'est presque de la nourriture pour ça. Et quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, mais il faut que je m'en serve, mais ça se peut pas, le Paris Pâté existant. Alors j'ai fait tout un chapitre sur le Paris Pâté. J'ai eu un plaisir incroyable des madames qui mangent du Paris Pâté après une partie de carte. Mais tout ça pour arriver à dire que c'est dans des détails comme ceux-là qu'on fait croire que ça a l'air vrai, en fait, que tout a l'air vrai, ou quand dans un des livres, il y a une conversation sur Covadis, par exemple, un film muet que trois sœurs qui jouent les mêmes du jour 4 sont allés voir Covadis puis ils n'ont rien compris. Quand ils parlent de Covadis de toute façon toute croche, mais c'est tellement. C'est le fun à écrire, et je sais que ça va être plaisant à lire. Et ça va aider les gens à comprendre ces trois familles. Parce qu'il faudrait, il faudrait que tout serve. Une pièce parfaite, c'est une ligne droite entre un point A et un point B, Phèdre, peut-être un des exemples. Et quand j'écris une pièce, j'essaie de ne pas aller à droite, à gauche, aller faire une joke, faire une farce. J'essaie d'aller le plus droit possible, sans être plate, sans être ambigu, évidemment. Mais dans les romans, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut que tout serve. On a beau parler du Paris Pâté, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit là pour une raison, il faut qu'il serve à quelque chose. Il faut que vraiment. Et alors, tous ces personnages, toutes ces personnes que l'on croise, d'un livre à l'autre, et qui ici se croisent dans la même journée, vous les visualisez, vous les voyez, est-ce que dans votre atelier d'écriture, si j'ose dire, par exemple à Québec, que vous allez retourner bientôt, est-ce que vous avez des fiches, vous savez comment ils sont, comment cette grande comédie humaine que vous avez construite en 30-40 ans, là, qui est vraiment très impressionnante pour nous les lecteurs, est-ce qu'elle est concrète, ou bien est-ce que vous les découvrez au fur et à mesure que vous les écrivez? Bien, je suis incapable d'improvisation en écriture, donc je ne peux pas commencer une pièce ou un roman sans savoir ce qu'ils vont contenir. Le contenu complet, pas le pâté, pas le pâté, là, mais je veux dire, la grande ligne, à quoi les personnages vont servir, pourquoi ils sont là, bon, ça, il faut que je le sache. Quant au reste, je n'ai jamais pris une note de ma vie. De ma vie. Je ne me suis jamais assis à une taverne sur un coin et joué à l'auteur qui prend des notes. Je n'ai jamais pris une... Quitte à me tromper. J'ai commis des erreurs, je pourrais vous le dire, mais je ne le dirai pas. Il y a un personnage en particulier qui a 3 âges différents. Il est né à 3 années différentes. Moi, je le sais, j'espère que personne va s'en rendre compte. Seulement, un roman, une pièce, il y a tel âge. Il faut étirer la réalité un peu. Mais ça, je trouve que c'est pas très bien. Je me souviens une fois, au salon du livre de Montréal, il y a une dame qui était venue me dire, elle m'avait dit, dans Le cœur découvert, votre personnage a les yeux bleus, puis dans Le cœur éclaté, il a les yeux bruns. Elle avait raison, c'est une erreur. Je lui avais dit, me lisez-vous pour me prendre en faute, ou si vous lisez, parce que vous avez les deux. Mais c'est le genre d'erreur grave que moi, je trouve pas grave. Ça dans la grosse chambre d'à côté est enceinte, on a un ami qui est dessinateur de costumes, elle avait fait souligner, il y avait une des 2 prostituées qui partait de la rue Fort avec une robe fleurie, puis qui arrivait au Parc La Fontaine avec une
provocateur. Quand c'est la même chose, mais je vais le changer, je vais le réparer. Mais c'est des erreurs, bon, ça c'est comme la fameuse, la citation d'Alexandre Dumas, où il y avait 3 mains, il y avait des pains, un poignard et un fusil. Ça arrive. Mais j'aime mieux me fier à ma mémoire, je les connais assez maintenant, je les vois peu. Comme je viens du théâtre, puis qu'au théâtre, oui, c'est important de s'incarner dans les personnages, je les vois, je les comprends, j'essaie de les comprendre de l'intérieur, mais quand arrive le moment de les décrire, il m'arrive d'avoir un petit peu de difficulté à me dire physiquement. Je ne sais pas si ça m'intéresse de savoir si elle a des joues rondes ou si elle a des creux dans les joues. C'est pas ça qui importe pour moi, c'est l'intérieur du peut-être parce que je viens du théâtre, justement. Et donc, je me fie à ma mémoire. Il faut que je sache tout ce que ça va contenir et je me fie. J'ai des amis aussi, j'ai une amie qui m'envoie un mail tous les dimanches en disant je viens de lire ce que tu as fait cette semaine, puis il est allé à l'intérieur. Il y a les éditeurs qui sont là pour ça. Il y a une correctrice géniale chez Leméac qui connaît plus ce que j'écris que moi-même. Donc, je peux me fier et ça me donne plus de liberté pour écrire, en fait. Là. Cette cuisine-là me prendrait du temps. Non pas que j'en ai, mais c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, que les descriptions de la nature me passionnent aussi, et les descriptions de l'intérieur, de ce que les personnages sentent et vivent. C'est ça qui m'excite le plus. Ce ressenti des personnages, qui sont souvent des gens humbles, des gens qui ne sont pas forcément des grands intellectuels, qui n'ont pas qui ne s'analysent pas. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on au fond, on se reconnaît dans ces êtres humains? Qu'est-ce que vous cherchez au fond? Vous le dites, c'est l'intérieur plus que le paysage, mais... Comme j'essaie de comprendre, sans doute que le lecteur, la lectrice éventuelle vont essayer de comprendre en même temps qui sont ces gens-là, c'est beaucoup plus important que l'histoire que je peux raconter. Les femmes, par exemple, je dis souvent que mes femmes sont des personnages qui... ce qui est intéressant pour un écrivain qui veut dénoncer des choses, c'est d'inventer des personnages qui peuvent nommer leur malheur, mais à qui on n'a pas donné de clé. C'est beaucoup plus intéressant que de, chaque fois, dans chaque livre ou dans chaque pièce, avoir une fin où il y a une résolution heureuse ou non, là, mais où le problème a été résolu. Ça, je fais 40 ans que je dis qu'une pièce de théâtre, c'est une bonne question sans réponse. Est-ce que c'est moi qui sais comme ça? C'est une bonne question sans réponse. Je pense qu'il ne faut pas dire aux gens quoi penser et comment faire dans la vie, mais il faut leur poser des questions. C'est Jean Genet, on en parlait, c'est Jean Genet qui disait si à la sortie d'un spectacle, les gens ne parlent pas de ce qu'ils viennent voir, vous avez travaillé pour rien. C'est la même chose à l'entraque. Si vous allez voir un spectacle, puis à l'entraque, vous parlez de la pluie, du beau temps, c'est parce que la première partie que vous venez de voir ne vous a rien fait, alors que nous avons la prétention de vous bouleverser et de changer votre vie. Mais c'est quand même vrai, des gens, à la sortie d'une salle de théâtre, devraient, même dans le rire, même s'ils vont voir une pièce très, très, très drôle, les pièces les plus drôles sont les plus tristes de toute façon, et qui parlent souvent de problèmes graves. La même chose au cinéma, le livre on vient tout seul, mais à la sortie du théâtre, on devrait être en train de parler du sujet. C'est prétentieux de notre part d'exiger ça des spectateurs, mais on le fait pour ça. On le fait pour dénoncer, déclencher des choses. Les acteurs sérieux, les metteurs en scène sérieux veulent déclencher des choses, pas juste montrer l'histoire du miroir devant le spectateur, ça m'énerve beaucoup.
c'est un miroir déformant, c'est pas la réalité, c'est des suppositions de réalité qui... Le miroir, c'est vous qui devriez réfléchir, et non pas le miroir qu'on peut je pense. À la fin de la Grande Mêlée, il y a une annexe où vous nous remettez dans l'ordre tous les livres, si on veut lire, dans l'ordre et tout ça. Et alors, ce que je voulais savoir, c'est comment dans votre vie se sont bâtis ces deux grands chemins, au fond, qui, dans la Grande Mêlée, intercalaires. Est-ce que vous aviez un plan? Est-ce qu'un jour vous avez dit, il faut d'abord que je raconte ça, et puis ensuite je viendrai à ça? Ça vient avec le temps, ça vient avec les sujets encore. Et je vais revenir au vieux truc du grain de sable, mais c'est absolument vrai. C'est que chaque pièce que je fais, chaque roman que je fais, même si je sais que ça fait partie de quelque chose de plus gros, c'est quand même juste un grain de sable que j'en train de faire. Je sais de la place qu'il a, mais ça fait partie d'un tout. Mais ça n'a pas plus... À partir du moment où je commence, c'est ça que je veux faire. Et en plus, à la fin, quand j'ai fini, ben, je mets mon petit grain de sable à sa place. Et avec le temps, quand on est adolescent, c'est drôle, quand j'étais adolescent, puis que je disais, je sais pas, Gilbert, j'ouvrais les livres, puis je disais, il écrit tout ça, il a fait tout ça. Puis maintenant, ça m'arrive de le faire avec mes livres à moi. Je disais, j'ai étonné, parce que chaque petit grain était un petit grain, j'ai étonné que l'addition de tout ça donne quelque chose d'aussi long. Long et large surtout, parce que c'est comme une sorte de galaxie. Et ce qui est toujours étonnant pour nous, vos lecteurs, c'est de voir à quel point aussi ce grand travail d'écriture, vous le faites relativement rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques mois, vous écrivez un roman qui est... Je pense je disais il y a 10 ans, dans cette fin de siècle, mais en ce début du 21e siècle, on a oublié les auteurs qui n'ont que ça à faire et qui font... Je trouve que j'ai fait une production tout à fait normale pour quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire dans la vie. Non, mais c'est vrai, mais je suis très sincère. Quand on regarde ce que les écrivains du 19e siècle produisaient, quand on pense que la comédie humaine, qui je pense c'est 37 volumes, a été écrite sur une période de 16 ans, et que les 20 au Macquart ont été écrits sur une période de 18 ans, à part des dizaines de milliers de lettres que Balzac écrivait à sa maîtresse. Ça, c'est des gens qui écrivaient. Quand on regarde ce que les écrivains du 19e siècle, que je préfère entre tous, produisaient, là, on se rend compte à quel point ces gens-là travaillaient. Moi, j'écris un roman de 200 pages par année, c'est pas la fin du monde, c'est pas... Je ne dis pas que c'est rien, là, mais ça n'est pas... Il y a des auteurs au Québec, par exemple, qui vont produire un roman de 1000 pages aux 5 ans, mais c'est la même chose. C'est la même production. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'impression que je travaille plus, que je produis plus que je produis, parce que je fais un livre par année. Donc, on entend souvent parler de moi. Je reviens chaque année parler de mon nouveau livre, mais j'aurais pu attendre que les 5 soient terminés au bout de 5 ans et de dire, voici mon livre de 1000 pages, mais ce serait le même travail. Oui, mais vous, c'est pas tout à fait le même travail, parce qu'à chaque fois, vous arrivez à renouveler, au fond, la manière dont vous saisissez les personnages et l'histoire. C'est ça qui est très frappant. Je vais les accepter. Non, mais oui, c'est vrai, parce que c'est ça qui est très passionnant dans ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est pas justement... S'il y a 5 livres, et chacun a sa forme, sa structure, et même si on retrouve des personnages et un univers d'écriture, ça n'est jamais la même chose. Mais ça, c'est le plaisir d'écrire, c'est la passion d'écrire. J'ai commencé à 14 ans, en 70, ça fait quoi, 56 ans que j'écris. Ça fait partie de la passion. Il faut que j'ai du plaisir à le faire. C'est pas juste mon métier, c'est un métier qui est une passion, qui est encore une passion, après aussi longtemps. Et il faut que j'ai du fun, il faut que j'ai, pendant que je le fais, il
faut que je me fasse rire, que je me fasse pleurer. Il faut que ce soit... Je suis la première personne que je dois intéresser. Oui. Absolument. Il faut que moi, j'aie du plaisir, quitte à m'arracher la peau du cœur quand c'est triste, quitte à broyer, à pleurer, à faire tous les temps, ce qui me... Je ne veux pas exagérer, je ne me fais pas sangloter, mais quitte à être très ému quand je me souviens dans La traversée des sentiments, quand Rose raconte, parce que d'habitude mes femmes sont mal baisées, mes femmes sont toujours mal baisées, et quand elle raconte ce que son mari lui fait, et à quel point c'est formidable, et à quel point elle aime faire l'amour avec son mari, je m'étais ému moi-même, parce que c'était la première fois qu'une femme, qui était en 1912, alors j'avais eu un plaisir émotif à le faire, mais c'est pour ça que j'écris pas pour vous autres, j'écris pour avoir du fun, j'écris pour moi. Tant mieux si les autres aiment ça, mais pendant que je le fais, je le dis souvent ça au théâtre, par exemple, ma nouvelle pièce a 2 ans. Elle vient d'être créée il y a quelques semaines. Moi, j'ai eu mon plaisir il y a 2 ans, et pendant 2 ans, ça n'a eu aucune espèce d'importance que les autres en penseraient éventuellement. Et là, tout à coup, 2 ans après, j'ai écrit 2 romans depuis. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, mais je suis rendu à l'heure, et tout à coup, ça devient important. Ce que les autres vont en penser devient important tout à coup. Devient important pour la première fois. Et ça, c'est difficile à lire. Parce que j'ai fait autre chose. Les romans, ça va plus vite. Les romans, je les écris, ils sont publiés, bon, ça va plus vite. Les pièces, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Tu dis, j'ai fait ça il y a 2 ans, puis là, tout à coup, c'est jugé maintenant. Et alors, dans tous ces personnages, des personnages qui sont souvent inspirés par des personnes que vous avez connues, votre famille, des gens qui vous sont proches, que vous avez aimés, qui ont été importants pour vous, et puis des personnages inventés, parce qu'il y en a aussi dans toute cette galaxie. Je crois que quelqu'un a compté, vous aviez créé 2000 personnages. Il y a même un dictionnaire de mes personnages. Voilà. Qui m'est très utile, d'ailleurs. Comment il s'appelait, lui? C'était quoi son... C'était qui son père? Vous n'avez pas un arbre généalogique personnel? Il y a quelqu'un qui me l'a fait. Ah oui, c'est ça. J'ai reçu l'autre livre avant le passage obligé. Il y a un gars de Québec qui a fait, pas celle de Nana, mais celle de Gabriel, parce que ça monte plus loin. J'en parle depuis plus longtemps, et qui a fait un arbre généalogique de des gens, des personnages dont je ne me souvenais pas du tout. Un autre, l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre, j'en ai parlé une fois, mais je m'en souviens. Et alors, dans tout ce monde-là, vous en avez des préférés qui sont vraiment ceux que vous aimez plus que d'autres? J'aime bien comment on dit ça, des misfits en français. J'aime bien des mal adaptés, des mésadaptés. Ouais. J'aime bien j'aime beaucoup les poètes brimés. Ouais. J'aime beaucoup les génies. J'ai inventé beaucoup de personnages qui ont la faculté, par exemple, de jouer du Mozart sans jamais l'avoir, sans le connaître, non seulement sans avoir appris le piano ou le violon, mais sans le connaître, j'ai fait des espèces de génies universels, si vous voulez, qui sont capables de tout. Mais c'est comme des autistes, en fait, un peu. Ils sont capables de faire juste ça dans leur vie. Leur vie est complètement ratée. C'est souvent des alcooliques qui font lever la lune, soi-disant, en jouant du violon, là. Mais c'est des personnages de rêveurs, parce que j'ai failli moi-même être un rêveur qui ne faisait rien. J'aurais eu tendance, sans croire en l'astrologie, je dis souvent que je suis un cancer ascendant lion. Et je m'amuse à dire que mon cancer rêve et que mon lion travaille. Mais ça explique beaucoup ce que j'ai fait. J'aurais pu facilement rêver de devenir écrivain, rêver d'écrire des chroniques, une grande chronique qui se passerait dans les 50, 40 à Montréal et ne jamais le faire. J'aurais pu ne pas le faire. Alors j'aime ces personnages-là qui, eux, sont des génies. Moi, j'avais du talent, mais j'ai mis au monde des génies brimés que j'aime profondément.
pour leur capacité. C'est formidable, quelqu'un. On appelle ça des talents naturels, mais un enfant de 3 ans qui dessine bien, ça me fascine. C'est l'espèce d'injustice. C'est comme la beauté, hein. On est beau, on n'est pas beau, c'est pas juste. Mais on est talentueux, on est sans talent. C'est pas juste non plus pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que je m'amuse à dire que tout le monde, tout être humain doit avoir un talent quelque part et doit partir à la recherche de ce talent-là pour faire quelque chose dans la vie. Et vous savez ce qui a fait que vous n'êtes pas demeuré un rêveur et que vous êtes mis au travail et que vous êtes devenu ce... Oui, c'est ma tête de cochon. J'avais une tête de cochon et encore maintenant, rien ne peut m'empêcher de travailler. Je pense qu'en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que j'aimais travailler. Ouais. J'aimais apprendre à l'école. Quand j'allais à l'école, j'étais pas très populaire parce que j'étais toujours premier en classe et que j'aimais apprendre, mais jamais on présentait un problème en géométrie, puis je trouvais le CQFD, je comprenais le CQFD. C'était un moment extraordinaire dans ma vie parce que je savais pourquoi la ligne qui fait ça avec le rond qui tombe, que ça donne ça. C'est que quand je l'avais compris, j'étais un enfant heureux. J'aimais comprendre les choses. Donc, j'aimais travailler et j'ai commencé à écrire très tôt, malgré ma famille, et que je leur disais naïvement, je vais écrire, il y a des gens qui veulent être des acteurs, moi je voulais écrire. On me disait, mais tu vas crever de faim, faut pas, disons, il y a des ouvriers, tu peux pas devenir un écrivain, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui est à l'université, ça peut pas être toi. Mais avec ma tête de cochon, j'ai continué quand même si j'ai laissé l'école assez jeune. Et je dis souvent que j'ai une culture qui est pleine de trous, mais qui est une culture personnelle. C'est un vrai self-made man. Un vrai. Je me suis fait tout seul et comme la culture m'intéressait, je me suis fait à travers la culture. Et comme j'allais travailler, j'ai utilisé le talent que j'avais. Vous avez regardé votre compte? Oui, parce que... Je voudrais juste savoir une chose. Donc là, vous allez quitter Paris, ne pas vous intéresser au Salon du Livre, où beaucoup de gens auraient aimé vous voir. On est là avec vous, on est heureux. Et vous retournez à Key West bientôt. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire actuellement? Bien, il y a un sujet qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Les Anglais appellent ça la serendipity, mais je me suis rendu compte que sérendipité en français, c'était des hasards heureux. Ce qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, je pense aux rencontres importantes qu'on fait dans nos vies, auxquelles on pense peu. Tu sais, tu rencontres ta femme, tu rencontres l'homme que tu vas marier ou la femme que tu vas marier. Si tu n'avais pas été dans ce party-là ce soir-là, tu ne l'aurais pas rencontré. Puis, qu'aurait été ta vie, on ne sait pas. Alors, j'avais pensé, il y a 1 an et demi à peu près, un personnage d'homme qui sort de chez lui, et selon qui traverse la rue devant lui, ou qui tourne à droite, ou qui tourne à gauche, ou qui s'en va derrière, son destin changeait complètement. Bon, alors ça, c'était... J'avais la difficulté, c'était un personnage où je ne le voyais pas, je ne sais pas. Et, quand j'ai lu terminer La Grande Mêlée, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Thibaut, la Louve d'Ottawa, c'est un personnage qui marche beaucoup que les gens. Et je me suis dit, comme dans La Grande Mêlée, elle parle déjà de vouloir venir s'installer, de prendre sa retraite à 50 ans et de s'installer à Montréal, je me suis dit, je vais écrire un roman dans lequel, selon le choix qu'elle fait en descendant du train, si elle décide d'aller tout de suite à l'appartement qu'elle a loué, ou si elle décide de passer une dernière nuit dans un grand hôtel, parce qu'elle a vécu dans des grands hôtels toute sa vie, si elle décide de prendre un taxi, si elle décide de marcher, son destin va changer complètement. Alors j'ai fini la 2e histoire, j'ai décidé d'écrire 5 destins différents à Thibaut à son retour à Montréal, selon les choix. Si tu t'arrêtes pour aller prendre le thé avant de sortir de la gare, il y a peut-être quelqu'un qui va passer dans la rue que tu aurais rencontré autrement, qui serait devenu ton ami. Bon, alors c'est là-dessus que je travaille. Et
comme on dit au Québec, j'ai un fun noir, j'avais lu avec ça, parce que c'est intéressant, dans un livre assez beau, c'est un livre qui va être la moitié de ça, et qui va très rapidement décrire 5 destins différents d'une femme. Très bien. Ben voilà, on vous remercie tous beaucoup.